J'ai très souvent entendu des gens dire: «Je cherche ma mission de vie. Je veux trouver ma mission de vie. Quelle est ma mission de vie?» Mais la question la plus décisive, à mon sens, n'est pas forcément celle-là. La question la plus décisive, c'est: à partir de quelle place à l'intérieur de moi est-ce que je cherche? Parce qu'on peut chercher depuis le mental, par des raisonnements, des plans de carrière, des projections logiques. On peut chercher depuis l'émotionnel, à partir de ses appétences, de ses attirances, de ses passions, et on peut aussi chercher depuis une profondeur qui est tout autre, où la question n'est plus seulement, «Qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce qui, rapporte le plus?» mais «Qu'est-ce qui vient de moi, qui est unique, qui porte ma signature et que je peux mettre au monde?» Bonjour à toutes les âmes de lumière et de feu qui écoutent cet épisode et bienvenue dans âme incandescente. Ici, on parle de ce qui a été vécu et éprouvé dans la chair, dans la réalité, dans les expériences de vie. On parle de relations toxiques ou humaines en général, mais surtout ce qu'elles disent de nous. On parle d'identité, de blessures émotionnelles, de ces moments où tu ne sais même plus qui tu es par faute de t'être adapté trop longtemps. Et on parle aussi de découverte de soi et de reconstruction de soi. On parle de perte de sens, de crise existentielle et de mission de vie. On parle de spiritualité, et non pas celle qui est confortable ou anesthésiante, mais celle qui t'oblige à te regarder droit dans les yeux. Donc ce podcast n'est pas un espace de conseil, c'est surtout un espace de vérité. Je ne te dirai pas quoi faire, je te partage mes expériences de vie et ce qu'elles m'ont appris, et si ça résonne avec toi, tant mieux. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification, de mettre un j'aime, de booster la vidéo si tu l'as appréciée. Aujourd'hui, on se parle de mission de vie à travers 4 grandes parties. Je te ferai d'abord une petite mise en contexte, ensuite on parlera de l'identité de survie, puis de l'éveil de conscience, et finalement, je répondrai à la question: comment trouver sa mission de vie? Je tiens tout de même à préciser que dans cet épisode, je ne te donnerai pas une méthode de choix de mission de vie, mais je vais surtout t'expliquer comment reconnaître si tu cherches ta mission de vie ou alors si tu es en train de te chercher toi d'abord. Dans ma première vidéo sur l'axe intérieur, je disais que la mission de vie est l'un des piliers de l'axe intérieur parce que connaître sa direction, sa fonction, sa place dans ce monde, c'est aussi ce qui nous garde alignés sur notre chemin de vie quand la vie nous secoue. J'avais donné une première définition de l'axe intérieur qui est ce centre en nous qui nous garde alignés à nous-mêmes, ce point de retour à soi qui nous ancre comme un arbre centenaire qui nous rappelle qui nous sommes. Donc l'axe intérieur pour moi, ce n'est pas une idée décorative, c'est ce qui rend une vie habitable de l'intérieur. Donc trouver sa mission de vie suppose qu'il existe déjà en soi un centre actif, habité et vivant à partir duquel peut émaner cette mission. Alors, beaucoup de personnes cherchent leur mission personnelle depuis une vie qui est pilotée par l'extérieur. Elles cherchent leur mission alors qu'en réalité, je pense que c'est d'abord l'axe intérieur qu'elles cherchent sans le savoir. Donc moi par exemple, je me posais depuis toute petite une question simple mais très lourde aussi pour mes jeunes âges. Je me demandais: qu'est-ce que je suis venue faire sur cette terre? Donc j'avais des appétences, qui sont toujours là d'ailleurs. Je pratiquais la photographie, le dessin, je jouais des rôles, je faisais du théâtre, j'écrivais beaucoup, je lisais énormément. J'aimais les sciences, notamment la biologie, la chimie, la psychologie, j'aimais la cuisine. J'ai même posé de grosses questions existentielles sur la foi, le pardon, l'amour, bref. Mais rien de tout ça, à ce moment-là, ne me donnait encore une direction claire et je pense que c'est normal. Plus tard, j'ai tenu un business en restauration, j'ai joué des rôles d'actrice, j'ai choisi un chemin, dans lequel je m'amuse énormément, qui est celui du marketing. Mais malgré tout ça, je sentais qu'il manquait
quelque chose d'ordre plus profond, comme une nécessité existentielle, quelque chose de vital. Puis en 2023, il y a eu un basculement qui a été mon éveil de conscience, qui a créé une ouverture, une expansion, une reconnexion à l'être profond qui était en phase de latence en moi, une reconnexion à la dimension spirituelle de mon être, à l'essence pure de mon être. Donc cet éveil m'a poussée à faire un exercice de connaissance de soi, et c'est à partir de là qu'une direction s'est activée en moi, que quelque chose a cliqué, et j'ai su que hmm, c'était ça que je cherchais depuis tout ce temps. J'ai donc découvert en moi une mission d'éveil et de guérison de l'âme. Et j'ai compris que toutes ces capacités qui étaient en moi, dont ma sensibilité, la capacité à réfléchir de manière approfondie, l'esprit d'analyse, l'appétence pour les mots, étaient les instruments et les moyens de traduction de cette mission. Tout ce qui est en nous sert à quelque chose. Il n'y a pas de gaspillage en réalité. Puis c'est à ce moment-là que j'ai compris une différence fondamentale. Travailler sur mon métier et travailler sur ma mission de vie. Ce n'est pas la même chose. J'aime mon métier, d'accord? Il me nourrit à certains égards, mais ma mission de vie, une fois que je l'ai vue, je ne pouvais plus la ranger dans un tiroir. Et quand je m'en éloigne ou que je la néglige, quelque chose à l'intérieur de moi s'éteint. A contrario, quand j'y travaille, elle me récompense en énergie qui me permet de nourrir les autres sphères de ma vie, les autres projets. Donc ma mission, c'est ce qui me permet de me réveiller le matin et de sentir que, well, my life matters. I am here for a reason and I'm working towards the realization of my life's project. Donc ça touche un étage beaucoup plus profond de l'être. C'est comme une source d'eau vive. Et surtout, je n'aurais pas pu trouver ma mission par un raisonnement de carrière ou par une simple liste de passions. Il a fallu un réel cheminement intérieur, une ouverture sur une autre réalité. Donc le métier structure la vie en société, c'est bien, mais ta mission de vie te permet d'habiter ta vie. C'est pour ça que je commence par cette question. À partir de quelle place intérieure cherches-tu ta mission de vie? Si je cherche ma mission sans axe intérieur, je ne suis pas en train de chercher le véritable sens de ma vie. Je suis surtout en train de chercher d'abord et avant tout un centre. Je suis en train de chercher mon axe intérieur. Donc la mission n'est pas à trouver à l'extérieur. C'est l'expression d'un centre qui est déjà vivant à l'intérieur de soi. Il existe un temps dans la vie où l'on ne vit pas encore depuis un centre, mais où l'on vit quand même. On avance, on fonctionne, on fait ce qu'il faut, on répond aux attentes de la société, on tient bon. Et on appelle ça être soi. Et pendant longtemps, moi aussi, je ne savais pas que je vivais sans axe. Je ne me disais pas que quelque chose cloche. Je n'avais même pas les mots pour décrire ce que je vivais. Mais avec le recul, aujourd'hui, je peux le dire clairement, ce n'était pas mon identité profonde. C'était une identité de survie. Et si beaucoup de personnes ignorent qu'ils n'ont pas encore d'axe, c'est parce que l'être humain est capable de fabriquer très tôt un moi fonctionnel. L'être humain peut vivre longtemps depuis une façade d'adaptation. C'est une stratégie de survie psychique. Et je pense que vous avez déjà entendu ces deux expressions, le false self et le true self. Dans mon cas, ce qui me donnait l'illusion d'un centre, c'était souvent l'extérieur. Et l'exemple le plus clair, c'était la dépendance affective. Quand tu utilises une relation, le regard des autres, l'idée d'être choisi ou désiré pour combler un vide à l'intérieur de toi, là tu te sens exister. Là tu te sens en sécurité. Mais ce n'est pas un axe, c'est un point d'appui qui est ultra fragile parce qu'un axe ne dépend pas de quelque chose qui peut disparaître du jour au lendemain. Et pourtant, intérieurement, je ne me disais pas « je me trahis », je reproduis encore des schémas. Je ne savais même pas que je le faisais. Donc je voulais juste que la relation continue de me soutenir
comme une béquille. Donc je m'adaptais et je me suradaptais. Et quand ça déraillait, je ne me disais pas non plus cette relation n'est pas la bonne pour moi. Je me disais plutôt c'est sûrement moi le problème. Donc l'auto-culpabilisation devenait une manière de garder une forme de contrôle indirect sur cette fausse identité. Parce que si c'est moi le problème, alors je peux me corriger, je peux me rendre encore plus aimable, je peux mériter l'amour, je peux me sacrifier, je peux empêcher la perte. Mais c'est être en prison que de penser comme ça, parce que ça te coupe de la vérité la plus simple qui est que peut-être que tu n'es pas le problème, peut-être que tu es juste en train de vivre avec de mauvaises bases, tout simplement. Et puis, il y a quelque chose de formidable qui est le corps, toujours le corps. Lui, il sait avant nous. Moi, je ne savais pas que quelque chose était faux, mais je souffrais. Et ça se manifestait par une fatigue extrême, des insomnies, des dérèglements hormonaux, des colères intenses, des états dépressifs, une alimentation chaotique. Et dans la vie en général, c'était des échecs scolaires, une difficulté à se concentrer, un gros brouillard mental. Et puis, bien sûr, ce mélange de compensation, hein, les trois acolytes, drogue, alcool, et voilà. Donc, une fuite de la réalité. Donc, quand tu vis sans centre, hein, tu compenses, tu cherches à calmer l'angoisse intérieure, à remplir le vide, à obtenir un sentiment d'existence, même si tu le payes cher. Donc, la question qui suis-je vraiment chez moi est arrivée non pas par simple curiosité. Elle est arrivée quand l'ancienne manière de vivre ne suffisait plus. Cette question arrive quand tu touches ce point-là où tu comprends que tu ne peux plus continuer comme ça. Quand ce qui te soutenait commence à s'effondrer. Quand ce que tu appelais toi se fissure. C'est là que quelque chose devient possible. Mais pour ça, il faut d'abord accepter de perdre cette fausse identité. Et puis c'est apeurant, c'est douloureux, mais c'est à ce moment-là qu'il faut lâcher prise. Donc, l'éveil de conscience à mon niveau a été un phénomène quand même violent et très déstabilisant, mais en même temps qui venait m'apporter de l'espoir, de la nouveauté, une nouvelle lumière. N'empêche que c'est violent parce que ça te pousse à traverser une période de vide, une période de réorganisation interne où tu n'as plus rien à quoi t'accrocher, où tes anciens récits, en fait, ne te portent plus. C'est un moment de lucidité, un moment de vérité. C'est ce ha-ha moment là, comme on dit, au cours duquel tu réalises qu'il y a d'autres possibilités, au cours duquel tes limites de perception, en fait, se brisent ou du moins s'élargissent. Mon éveil s'est déclenché au moment où j'ai décidé de dire un non catégorique et ferme à la répétition des mêmes schémas. Je n'acceptais plus de continuer à nourrir ce qui me détruisait. Mi-septembre 2023, j'ai commencé à voir, pas seulement que j'étais dans une relation toxique, j'ai vu que je vivais à partir de blessures, à partir de mécanismes, de réflexes sournois et invisibles sur lesquels je mettais enfin le doigt. J'ai vu comment l'enfance, le cadre familial, l'environnement dans lequel on grandit peut façonner l'inconscient et comment ce dernier ensuite te guide, choisit tes attachements, les situations qui se présentent sur ton chemin, tes douleurs familières qui deviennent des chemins tout tracés parce que tu ne les as jamais vus auparavant. Et on appelle ça le destin, ma personnalité, ma façon d'aimer. Et puis dans ce même mouvement, ma conscience s'est aussi élargie à une compréhension plus spirituelle des phénomènes. J'ai compris pourquoi j'avais été incarnée dans cette famille, pourquoi je devais traverser ce que j'avais vécu, et en même temps, ça m'a permis de me reconnecter au divin. Donc ça a été ça l'éveil pour moi. Ce n'a pas été un moment magique et doux, ah je me la coule douce. Non, ça a été très rude. Euh, j'ai été mise face aux vérités qui se jouaient en arrière-plan. Mais quand l'éveil arrive, tu n'as pas tout de suite la révélation de ta mission de vie. Ça te rend d'abord beaucoup plus présent à toi-même, au monde autour de toi. Ça te pousse à effectuer un travail intérieur profond, à te chercher véritablement, à chercher le divin, à comprendre ce que tu vivais et finalement à décider
quelle direction prendre en fonction de ce que tu reçois comme information, parce que tu t'entends beaucoup plus. Puis encore le corps qui va te laisser savoir qu'il y a quelque chose qui a changé. Chez moi, ce sont mes niveaux d'énergie qui sont revenus à la normale, le sommeil qui s'est régularisé, des excès de poids qui ont fondu, des états dépressifs qui se sont dissipés, et puis surtout un feu intérieur qui s'est allumé, un feu créatif, une inspiration continue comme si j'avais été débranchée de moi-même pendant des années et qu'on venait de rétablir le courant, on va dire ça. À un moment donné, ma mission s'est révélée, mais une mission révélée ne suffit pas parce qu'elle doit s'incarner. Et pour s'incarner, elle doit être protégée. Donc les bonnes routines se sont mises en place, la discipline s'est installée, c'était des prières, des méditations quotidiennes, un moment de solitude et de retrait du bruit ambiant pour entendre clairement la voix qui parlait en moi. Et puis la sobriété aussi, plus d'alcool, plus de... voilà, parce que ces substances brouillaient mon signal, rendaient l'accès à mon axe flou et instable. Et puis surtout, beaucoup de guérison intérieure. Donc l'éveil ne donne pas directement un chemin. Il te rend d'abord présent au lieu d'où un chemin peut émaner. C'est un processus de reconstruction du sens. Tu passes du « je dois devenir quelqu'un » à « je suis » tout simplement. Arrivé ici, la question peut enfin être posée. Comment trouver sa mission de vie ? Je pense que si tu m'as écouté attentivement, tu as déjà la réponse. Mais je dirais qu'on ne trouve pas sa mission de vie comme on choisit un métier. On ne fabrique pas sa mission de vie. Une mission de vie, elle n'apparaît pas quand tu cherches une idée brillante qui peut te rendre millionnaire. Elle ne se déduit pas comme une solution à un problème mathématique. Elle apparaît quand quelque chose en toi est devenu suffisamment stable pour reconnaître ce qui était déjà là. C'est une reconnaissance cohérente et une évidence intérieure. Et quand tu vis ta mission, elle ordonne ton être et ta vie. Elle te réaligne comme un aimant qui organise ton existence, qui donne une direction globale à ta vie, qui rend tes choix moins dispersés en fait. Et quand ta mission elle est vraie et authentique, elle ressemble plus à une stabilité qui appelle à la fidélité, qui peut être exigeante, difficile, elle peut te demander un prix à payer, mais tu t'engages à la servir parce qu'elle a la capacité de dépasser la gratification immédiate venant de l'extérieur. Et donc elle est vécue comme une réponse à ce qui t'est confié plutôt qu'à une réponse à ton ego. Pour finir, il faut faire une distinction. Une mission d'âme n'est pas encore une mission de vie. La mission d'âme, c'est l'appel, c'est le noyau, c'est l'évidence intérieure que tu ressens. Pour devenir mission de vie, elle doit s'incarner. Elle doit prendre un corps dans la matière. Soit tu entres déjà dans une structure qui existe, donc un métier, une institution, soit tu crées la structure qui n'existait pas encore. Donc ça peut être une méthode, un programme, une école, une communauté ou une plateforme. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode sur la mission de vie. J'espère qu'il servira à apporter des réponses à des personnes qui se posent ce type de questions, comment trouver sa mission de vie. Si tu as aimé l'épisode, partage-le, laisse un j'aime, et puis abonne-toi, active la cloche de notification et je te dis à bientôt!